Alors bonjour, merci d'être là. Alors donc je suis là aujourd'hui pour vous parler du PCBF, du Programme canadien des bourses de la francophonie. Dans un premier temps, je vais me présenter, Tony Toufik, je suis le directeur du PCBF depuis d'octobre 2014 jusqu'à ce jour. Donc c'est le consortium du Bureau canadien de l'éducation internationale avec l'entraide universitaire mondiale du Canada qui gère ce programme-là, la sixième phase. En termes d'expérience, j'ai 7 ans d'expérience en enseignement universitaire et plus de 20 ans d'expérience en développement international, principalement en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la présentation. Donc, je pense qu'il faut, dans un premier temps, vous faire la présentation de ce que c'est que le PCBF. À la fois, donc, le PCBF, son historique, parce que c'est un programme qui existe, comme vous allez le voir, depuis 28 ans maintenant, ses enjeux et les avantages que peuvent tirer les établissements d'enseignement ici au Canada. Dans une deuxième partie, les innovations que nous avons introduites au niveau du PCBF et enfin la période de questions qui va être probablement la plus intéressante pour vous. Donc la présentation, le contexte globalement, le PCBF est issu et en fait est basé sur deux éléments contextuels, la loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement officiel du Canada et la stratégie du Canada en matière d'éducation internationale. Au niveau de ces contextes-là, donc sur la loi, bien sûr, il faut que le programme réponde à trois critères, la contribution à la réduction de la pauvreté, tenir compte du point de vue des pauvres, être compatible avec les normes internationales en matière des droits de la personne. Et par rapport au contexte sur les mesures de la stratégie du Canada en matière d'éducation internationale et particulièrement par rapport aux mesures, le programme se colle à 3 mesures, donc doubler le nombre d'étudiants internationaux au Canada d'ici 2022, renforcer la coopération afin de tirer parti des bourses d'études de manière à réaliser les objectifs de la stratégie et mettre en lumière l'atout de la langue française au Canada pour accroître la part du Canada sur le marché international des étudiants francophones. L'historique, donc c'est un programme qui a été lancé en 1986 au sommet de la francophonie de Québec par le premier ministre de l'époque, M. Brian Mulroney, qui avait comme objectif d'offrir et de faire une part du Canada dans la francophonie. Il a été implanté réellement en 1987 et de 87, je dirais, jusqu'à 2005, c'était un programme qui a roulé, donc, et en 2005, il y a eu une évaluation du programme. Des leçons ont été tirées et en 2005, le programme a été, en 2006, le programme a été réévalué et on est aujourd'hui dans une nouvelle phase du programme. Donc, il y a la phase 5 qui s'est déroulée de 2006 à 2009, enfin de 2009 à 2014 et maintenant la phase 6 qui est de 2014 à 2019. Alors, entre la phase 1 et la phase 5, l'ancienne approche, donc c'était un programme de bourse d'excellence individuelle, donc il était uniquement délivré à des candidats individuels. Les constats qui ont été faits lors de l'évaluation de 2005, c'était qu'on avait un taux de retour très faible. Donc la majorité, une très grande partie des boursiers qui étaient sélectionnés ne revenaient pas dans leur pays et restaient au Canada. Et enfin, il y avait une proportion de boursiers qui travaillaient dans leur domaine de formation. On n'avait aucune idée des éléments de suivi là-dessus lorsqu'ils revenaient dans leur pays. Les principales recommandations que l'on a eues lors de l'évaluation de 2005 ont été bien sûr de redéfinir et réaligner le PCBF sur le renforcement de capacité institutionnelle, parce que juste pour mettre en contexte, lorsqu'en 2005 il y a eu l'évaluation, les pays bénéficiaires du PCBF se sont plaints de plusieurs points. Dans un premier temps, ils ont considéré du fait du taux de non-retour important dans les pays que cela était une forme de fuite des cerveaux. Dans un deuxième temps, même ceux qui revenaient, étant donné que les pays bénéficiaires n'avaient pas de droit de regard sur les formations, certains pouvaient se former dans des champs de formation ou des filières de formation où ils n'étaient pas en mesure, lorsqu'ils revenaient dans leur pays, de pouvoir se réintégrer dans le marché du travail parce qu'il n'y avait pas une adéquation entre la formation et les besoins du marché dans lesquels ils étaient. Donc, ça a permis en fait d'amener cette recommandation-là, qu'il fallait vraiment réaligner le PCBF sur le renforcement de capacité institutionnelle, de réaligner les filières de formation admissibles au PCBF et d'accroître l'implication des pays bénéficiaires. Et cette recommandation est issue
d'un constat et d'une insatisfaction des pays bénéficiaires, dans le sens où les pays bénéficiaires n'avaient aucun droit de regard à ce moment-là sur la sélection des candidatures. Toute la majorité des candidatures se faisait en grande partie ici au Canada. Donc, on est dans une phase de transition de 2006 à 2009, dans laquelle il a été redéfini la nouvelle orientation de ce programme-là. Donc, on s'aligne vraiment sur un programme de renforcement de capacités institutionnelles. Et tout de suite en amont, les pays doivent définir leurs priorités, donc les priorités de formation de chaque pays définit ses priorités de formation, et par la suite, il y a un comité de concertation local qui est formé dans chaque pays, et c'est ce comité-là qui fait la présélection des candidats en fonction des priorités de formation et des priorités du pays. Deuxième élément, eh bien, les institutions bénéficiaires, donc les candidats doivent être à l'emploi d'institutions et ces institutions-là doivent s'engager à réintégrer et réinsérer les boursiers au retour de leur formation. Et dernier point de la phase de transition et de la nouvelle orientation du programme, le premier cycle est totalement exclu du PCBF parce que c'était là où on s'apercevait qu'il y avait un très gros taux de déperdition. Les boursiers venaient sur des programmes de baccalauréat ou de certificat et continuaient à la maîtrise, et plus la durée d'absence de leur pays était importante et plus le lien avec leur pays devenait de plus en plus faible. Donc, on a exclu le premier cycle, mais par contre, la formation technique professionnelle a été rajoutée. Les premiers constats de la phase 5, donc de 2009 à 2014, on a un taux de retour qui est amélioré. On a un alignement plus efficient du programme et une meilleure harmonisation avec les priorités du pays. Actuellement, il y a une équipe de consultants qui est en train d'évaluer cette phase 5-là, donc on devrait avoir les résultats au courant du mois de janvier sur les réels impacts de ce changement et de cette réorientation. Alors, quels sont les résultats qui sont attendus? Bien sûr, on fonctionne, pour ceux qui le connaissent, en mode de gestion axée sur les résultats. Donc, en termes de résultats final, l'objectif final de ce programme-là, c'est qu'on ait les capacités institutionnelles qui sont renforcées des partenaires des pays de la francophonie bénéficiaires du PCBF, parce que ce ne sont pas tous les pays de la francophonie qui sont bénéficiaires, mais juste 37. En termes de résultats intermédiaires, c'est qu'on ait une réinsertion effective des boursiers, tant femmes et hommes, dans les institutions partenaires et en mesure de transférer leurs connaissances et compétences. Une présence accrue des femmes, donc ça c'est un élément qui est transversal au PCBF, dans les institutions. Et comme résultat immédiat, donc des boursiers qui sont intégrés à leur programme spécifique de formation ont amélioré leurs connaissances et compétences professionnelles, un renforcement de l'interaction des participants entre eux et avec les institutions canadiennes et celles des pays participants du PCBF, dans le sens où sur ce résultat immédiat-là, qui peut être intéressant pour vous en tant qu'institution, c'est qu'on veut qu'il y ait un effet levier aussi au retour du boursier après sa formation ici au Canada, si on est capable d'avoir un effet levier pour développer des partenariats et des ententes entre les boursiers, leur institution et l'établissement dans lequel ils sont venus ici au Canada. Et bien sûr, les compétences accrues des femmes dans les institutions des pays bénéficiaires. Les principes, je ne vous les lirai pas tous. On a 4 principes. Bien sûr, le premier à la base, c'est l'excellence des candidatures. Donc, on s'assure d'avoir des candidatures qui sont de très bonne qualité. Sachant aussi là-dessus, étant donné que depuis 2009, on a changé, cela a apporté d'autres enjeux, parce qu'étant donné qu'on est rentré maintenant dans un programme de renforcement des capacités institutionnelles, la moyenne d'âge, dans un premier temps, la sélection qui se faisait avant était vraiment basée sur les meilleures candidatures, étant donné que c'était un programme d'excellence. Aujourd'hui, on a, comme je disais, un glissement dans la moyenne d'âge de nos boursiers. On est rendu aujourd'hui avec une moyenne d'âge aux alentours de 35-40 ans, et ça emmène d'autres problématiques, dans le sens où une grande partie d'entre eux, comme ils viennent sur les programmes de maîtrise, doctorat, certains d'entre eux ont quitté les bancs de l'université de leur pays depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Donc souvent, ça peut être aussi un choc sur lequel il faut travailler. Même s'ils retournaient dans leurs propres établissements et dans leurs propres universités, ça peut être aussi un enjeu pour eux. Donc en plus, on les emmène ici au Canada dans un système différent, c'est un élément. La durée des bourses.
Donc, la durée des bourses peut être variée entre 1 an et 4 ans. Donc, 1 an au premier cycle, ça peut, enfin au deuxième cycle, excusez-moi, c'est un DESS. Sinon, les stages post-doctoraux aussi sont considérés comme des bourses d'1 an, donc pour des jeunes chercheurs. Des durées de bourse sinon de 2 ans, où c'est donc des programmes de maîtrise, que ce soit des maîtrises projets, maîtrises coop, maîtrises de recherche, et 4 ans au niveau doctoral, et bien sûr au niveau de l'enseignement technique et professionnel de 2 à 3 ans, dépendant de la filière dans laquelle ils sont inscrits. La réinsertion, donc, il est important pour le succès du programme et pour l'atteinte des résultats que les boursiers et boursières, lorsqu'ils terminent leur formation, retournent dans leur pays dans un premier temps, c'est sûr, mais dans un deuxième temps, puissent être réintégrés et réinsérés dans leurs institutions de formation, d'attache, mais qu'aussi ils puissent être en mesure de transférer leurs acquis qu'ils ont eus ici au Canada. Et enfin, un élément de développement durable, et lorsqu'on parle de développement durable dans ce programme en termes de principe, c'est de vraiment faire une adéquation entre les priorités du pays en termes de développement et le fait que le Canada puisse accompagner ce développement-là. Les processus, bon, dans un premier temps, on peut commencer par les quotas. Chaque année, le budget permet de financer 256 années bourses sur les 37 pays bénéficiaires. Donc, c'est un critère de calcul, les 256 années bourses. Donc, des pays peuvent recevoir entre une année bourse et 16 années bourse. Et c'est un calcul qui est fait par le ministère, qui est basé sur les relations bilatérales qui existent entre le Canada et ces pays-là. Et le pays, donc le comité, lorsqu'il présélectionne, décide en fait de comment utiliser ce quota-là. Donc, un pays qui a 16 années bourse, le principe de calcul des années bourses est basé sur le nombre d'années d'études requises lorsque la bourse est délivrée. Donc, une année de formation pour un DESS ou pour un stage postdoctoral, ben, c'est équivalent à une année bourse. Un doctorat, c'est 4 années bourse. Au niveau du technique professionnel, si la formation requiert 3 ans, c'est 3 années bourse. Donc, chaque pays décide de où est-ce qu'il veut mettre ses priorités. Est-ce qu'il préfère plutôt envoyer plus de monde sur des formations doctorales? Donc, à ce moment, il va prendre beaucoup plus de ses quotas de bourse, ou il préfère au contraire minimiser et avoir le maximum de personnes qui vont bénéficier de la bourse annuellement, et donc à ce moment, ils vont plutôt s'orienter vers les formations de une année bourse. Donc, une fois que les quotas sont attribués aux pays bénéficiaires, les pays bénéficiaires établissent, comme je disais, les priorités. Donc, c'est une activité qui se déroule aux alentours du mois entre juillet et août. Donc, chaque pays définit ses priorités de formation, et là-dessus, on peut être vraiment très large. On peut à la fois avoir des priorités en gestion de ressources humaines, on peut avoir des priorités en environnement, en agroéconomie, en santé publique, en sciences de l'éducation. Donc, on a vraiment tout un éventail de possibilités de priorités de formation. Une fois que cela est fait, bien sûr, il y a un comité qui est constitué au niveau de chaque pays, donc des 37 pays. C'est les représentants du gouvernement qui siègent au niveau de cette commission-là. Dans certains pays, bien sûr, on a tout un éventail de pratiques. Dans certains pays, c'est les mêmes comités qui se réunissent chaque année. Dans d'autres pays, c'est un comité qui est reconstitué chaque année. Et la campagne est bien sûr lancée. Les candidatures sont déposées par les institutions. La présélection est faite par le comité national. Et ensuite, on reçoit, nous, les candidatures. Bien sûr, on reçoit toujours plus de candidatures que le nombre de bourses qui est délivré. On finalise, nous, la sélection qui a été à partir du bassin de candidats qui nous ont été soumis. On fait valider ça par le ministère des Affaires étrangères. Et une fois que ceci est validé, eh bien, on procède au placement dans les institutions. Au niveau des conditions d'admissibilité au niveau du programme, donc bien sûr il faut que le pays soit admissible, donc il doit faire partie des 37 pays membres de la francophonie et qui sont bénéficiaires de l'aide publique au développement du Canada. Donc bien sûr le champ de formation dans lequel le boursier ou la boursière veulent venir étudier doit correspondre au moins à une des priorités de formation. L'institution, donc, elle doit faire partie des institutions admissibles, donc parce que certains pays peuvent, au-delà des priorités de formation qu'ils donnent, peuvent décider pour une année de dire, bon, ben, cette année, les bourses de la francophonie ne sont délivrées qu'aux universités ou à tel ministère ou à telle institution dans le pays. Que l'institution, bien sûr, s'est engagée à réintégrer la candidate, le candidat à l'issue de sa formation et qu'elle a défini ses besoins institutionnels de renforcement en lien avec le programme.
Pour le candidat, la candidate est à l'emploi, donc bien sûr cela exclut automatiquement tous les étudiants, les stagiaires, les personnes qui sont sans emploi. Donc il faut absolument que la personne soit à l'emploi. Il faut qu'elle occupe un poste clé au niveau de l'institution, parce qu'étant donné qu'on parle de renforcement de capacité institutionnelle, c'est sûr qu'on s'attend à faire du renforcement de capacité. Et comme le programme s'adresse une grande partie à des personnes qui viennent sur des programmes de 2e, 3e cycle, on s'attend qu'ils occupent des postes clés, sauf pour si la candidature féminine, même si elle n'occupe pas pour le moment un poste clé, mais que son institution s'engage au retour de sa formation à la réintégrer dans un poste clé, à ce moment, elle peut déposer sa candidature. C'est un élément que l'on a mis en place très récemment parce que dans plusieurs pays, même si les comités sont disposés à envoyer autant de candidatures féminines que masculines, souvent au niveau des postes, des niveaux cadres, il n'y a pas tant de femmes, le bassin n'est pas aussi important. Donc, on permet cette possibilité-là. Et enfin, mais le candidat, la candidate a défini avec son employeur ses besoins de renforcement. Les avantages de la bourse, bien sûr, les frais de demande de visa sont pris en charge, les billets d'avion sont pris en charge pour l'arrivée, il y a des indemnités de voyage. Lorsque les boursiers arrivent, nous procédons à une session d'acclimatation, d'intégration qui se fait en 2 parties. On a une première partie dès leur arrivée qui dure 3 jours. Donc durant les 3 jours, bien sûr, on passe au travers de plusieurs éléments. On leur présente le système d'éducation au Canada. On a une équipe de formateurs qui fonctionne avec nous depuis, enfin qui fonctionne sur le PCBF depuis déjà 11 ans, donc qui est très au courant des problématiques que cette clientèle peut avoir en termes d'acclimatation. Donc, il y a toute une série de préparations sur les chocs culturels qu'ils peuvent avoir. Ils ont des conférences, donc je prends l'exemple de la dernière cohorte qui est arrivée en septembre et celle qui va arriver en janvier. Ils ont des conférences sur notamment on leur a mis une conférence sur ce que c'est que le plagiat au niveau universitaire, au niveau des études universitaires. Donc, notamment, on a le professeur Séguin de l'UQAM qui intervient et qui a fait une recherche, peut-être vous l'avez entendu parler il y a quelques mois, en janvier l'année dernière, elle était ressortie sur le plagiat dans les universités, dans les établissements. Donc, il leur fait une présentation là-dessus. On a, à partir de janvier, on a introduit avec l'ACEF de la rive sud de Montréal une formation sur la gestion budgétaire, donc pour les aider à mieux gérer leurs finances. Et ils ont, au cours de cette session d'acclimatation-là, ils ont aussi une partie où ils doivent aligner leurs objectifs professionnels et avec la formation. Donc, nous avons développé un journal de bord dans lequel ils travaillent avec ce journal de bord tout au long de leur cheminement ici universitaire, où ils doivent compléter ce journal de bord et à la fin de chaque année nous remettre le journal de bord pour faire le lien entre les cours qu'ils ont suivis et l'objectif professionnel qu'ils se sont fixés. On a aussi une partie du journal de bord qui est axée sur les chocs culturels qu'ils peuvent avoir. Et à ce moment, on leur donne cette partie du journal de bord et on les laisse rejoindre leurs institutions. Et ensuite, on les réunit à la semaine de lecture, donc 6 semaines après. Et dans ce journal de bord, ils doivent colliger tous les chocs culturels qu'ils ont vécus ou tous les éléments qui peuvent les avoir, en tout cas selon leur perception, peut nuire à leur atteinte de résultats et de performance. Et on les récupère une semaine avant cette deuxième session-là. Et à ce moment, on travaille avec eux à développer des stratégies là-dessus. Durant cette deuxième session-là, la première se passe à Montréal, la deuxième se passe à Québec, c'est sur 2 jours. On a aussi des conférences, donc on a une conférence sur la religion, parce que pour beaucoup, la religion est un choc culturel quand ils arrivent ici, notamment la faible présence de la religion dans l'espace public. Donc on a un conférencier d'une chaire de l'Université de Montréal qui vient leur parler de la place de la religion au Québec et au Canada. La place de la femme aussi, ça peut être pour certains un choc, donc on a aussi quelqu'un qui vient leur présenter l'évolution des droits de la personne et des droits des femmes dans l'espace canadien. Et c'est donc autant de choses qu'on leur met en place pour s'assurer qu'ils puissent bien sûr atteindre la réussite dans leurs études. Durant la formation, en fait, les avantages de la bourse, ils reçoivent une indemnité pour s'installer, donc c'est une indemnité de $600 pour permettre de s'installer. Ils reçoivent aussi aux alentours du mois de novembre, fin novembre, début décembre, une indemnité de $350 pour s'acheter des vêtements d'hiver. On la donne plus tard que plus tôt, parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on l'a donné trop tôt, ils achetaient des vêtements d'automne, et quand l'hiver arrivait, ils gelaient, puis il y avait pas de, ils se
retourner vers nous pour nous dire on a froid, mais finalement ils avaient acheté les habits trop tôt. Une indemnité mensuelle de subsistance qui varie entre 1100, 1100 jusqu'à 1450 $, donc dépendant de où est-ce qu'ils se trouvent, dans quelle ville. Des frais de scolarité sont bien sûr pris complètement en charge. Donc pour les établissements ici au Canada, on paye les frais majorés pour les étudiants étrangers. Ils ont une couverture d'assurance santé, ils ont une indemnité par session de 500 $ pour l'achat de manuels scolaires universitaires. Et pour ceux qui sont inscrits à des programmes de recherche, donc maîtrise de recherche ou doctorat, ils bénéficient d'un budget de 6 000 $ pour appuyer leur programme de recherche. Donc notamment, ils peuvent aller chercher jusqu'à concurrence de 1 500 $ des équipements informatiques. D'autres peuvent aller chercher du matériel requis pour leur expérience en laboratoire. Ils peuvent aussi avoir dans ce fonds-là pouvoir financer une fois par année d'assister à un congrès, à une conférence internationale pour présenter leurs travaux. Et aussi, au final, on favorise beaucoup le fait que, lorsque notamment ceux qui sont ici dans des programmes de recherche, maîtrise, doctorat, que bien sûr le sujet de leur recherche soit en lien direct avec une problématique de leur pays, et donc que la collecte de données se fasse dans leur pays. Donc ils peuvent retourner dans leur pays jusqu'à 4 mois et continuer à bénéficier des privilèges, bien sûr, de la bourse, même lorsqu'ils sont chez eux. Et donc c'est là-dessus, c'est sur ce budget-là de 6 000 $ qu'on est capable de financer leur retour dans leur pays, puis la collecte de données sur le terrain. Au retour, bien sûr, c'est l'expédition de leurs effets personnels. Donc, ils peuvent avoir droit jusqu'à 100 kilos d'expédition pour ceux qui sont là plus qu'un an par avion, donc le billet d'avion. On a une session de préparation au départ et au retour et à la réintégration, donc avant qu'ils partent. Donc, habituellement, c'est vers la fin mai. On rassemble tous ceux qui partent d'ici décembre et on travaille avec eux sur le bilan des apprentissages. Qu'est-ce qu'ils ont acquis, comment ils vont s'assurer de pouvoir réintégrer leurs institutions avec le minimum de résistance et comment ils vont être en mesure d'être des agents de changement au niveau de leur institution pour être capables de retransférer leurs acquis au niveau de l'institution. Alors pour les données, le budget moyen annuel donc, des bourses, c'est aux alentours de 35 000 $, ça peut monter à 40 000 $. La moyenne sur les 5 ans, parce qu'on fonctionne vraiment par phase, vous l'avez, donc on est aux alentours d'une centaine de bourses par année sur 5 ans. Au niveau des pays de provenance, et là-dessus, je vous inviterai, il y a un petit dépliant que nous avons produit. Bien sûr, 42% proviennent d'Afrique de l'Ouest et 23% d'Afrique centrale. 14% de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est, 8%. Donc, c'est bien sûr pourquoi autant d'Afrique, mais parce que c'est le visage de la francophonie. L'Asie-Pacifique, une partie, puis la dernière partie, c'est Amérique, Caraïbes. Par rapport à pourquoi, si je prends par exemple l'Afrique de l'Ouest, pourquoi le Mali a beaucoup plus de boursiers, par exemple, que le Sénégal, alors qu'ils ont le même quota. Ce sont des stratégies qui sont décidées par les pays. Donc le Mali, par exemple, n'envoie que des boursiers pour des formations d'une année. Donc ils ont le même quota que le Sénégal. Donc automatiquement, ils envoient eux autres 16 boursiers chaque année, alors que le Sénégal va prioriser beaucoup plus des formations de doctorat et un petit peu de maîtrise. Donc ils vont envoyer entre 4 et 6 boursiers par année. Donc sur le nombre d'années consécutives, bien sûr, ça commence à faire une différence. Donc au total, depuis 87, on est à 2376 bourses qui ont été délivrées. La répartition en termes de formation, celle-ci donc est basée sur les données depuis 2010. La plus grande partie, les 46%, donc, sont venus pour des programmes de maîtrise. 42% sont venus sur des programmes de formation courte, donc de type DESS. Il y a quelques-uns donc qui sont venus sur des stages vraiment faits sur mesure. Par la suite, on a 7% pour les programmes doctoraux, 4% sur des programmes de stage postdoctoral, puis 1% sur des formations techniques professionnelles. Au niveau des données, par rapport au nombre de bourses, comme je disais, on a un objectif transversal aussi à prendre en compte, c'est l'égal accès aux femmes pour ces bourses-là. Dans
selon les objectifs du programme, normalement, les comités doivent nous fournir 50% de candidatures masculines, féminines, au risque de se voir refuser les bourses. Mais comme vous voyez, on a beaucoup de difficultés à atteindre le 50% et ça fait partie de nos enjeux dans cette phase-là, d'augmenter la participation des femmes. Donc bon, de 2010 à 2014, on avait une montée, puis tout d'un coup, en 2015, on a eu une rechute où on est tombé à 35% de femmes qui ont bénéficié de la bourse. Alors les enjeux, bon, pour le PCBF, bien sûr, en amont, je parlais d'accroître l'accès aux femmes, d'augmenter le quota de femmes qui bénéficient des bourses. Offrir des formations à valeur ajoutée, c'est l'un de nos enjeux importants de cette nouvelle phase-là, dans le sens où jusqu'à présent, nous recevons des besoins, on parle d'un programme de renforcement de capacité institutionnelle, mais pour le moment, tout ce que l'on a fait jusqu'à présent, c'est uniquement intégrer les boursiers et les boursières avec leurs besoins spécifiques dans des formations qui sont offertes de manière générique dans vos institutions. Maintenant, on a une orientation de pouvoir de plus en plus avoir, et notre objectif est d'avoir environ 10% pour la première année de programmes qui vont vraiment répondre à des besoins spécifiques des pays bénéficiaires. Pendant, c'est bien sûr d'assurer la meilleure intégration, d'assurer que les boursiers et les boursières puissent ne pas subir d'échecs, puissent être intégrés très rapidement. Maintenir des liens entre les boursières et les boursiers et leurs institutions, c'est aussi un de nos enjeux de cette phase-là, parce que souvent, ce que l'on a constaté, l'effet, c'est que même si leurs institutions s'engagent à les réintégrer, lorsqu'ils reviennent, surtout ceux qui sont au niveau doctorat, qui ont passé 4 ans ici, il y a plusieurs institutions qui peuvent à un moment voir arriver la personne qui a obtenu le doctorat et qui ont complètement oublié qu'ils l'avaient envoyé au Canada et arrive le matin au bureau en disant « je suis de retour » et au bureau on lui dit bah, « c'est bien, va t'asseoir là-bas, on va voir ce qu'on va te donner ». Puis ça peut passer 1 an et demi avant que tout d'un coup quelqu'un se lève pour dire « c'est vrai, on pourrait utiliser les compétences de cette personne-là ». Donc là-dessus, ce qu'on souhaite faire au cours de cette phase-ci, c'est vraiment développer de plus en plus l'interaction au cours de la formation. C'est pas uniquement à l'envoi. Donc, bon, le fait qu'on va de plus en plus, ça a été déjà là, mais on va encore avoir marquer beaucoup plus cet axe-là, que tout leur programme de formation est en lien direct avec les besoins de leur institution, mais durant leur programme de formation ici, bon, pour les programmes doctoraux, ça ne devrait pas être très compliqué, leur recherche doit être sur une problématique de leur pays, mais on veut par exemple sur les programmes de maîtrise que tous les travaux de recherche qu'ils font, tous les travaux dans leurs cours qu'ils font, dans la mesure du possible, que ce soit en lien avec une problématique de leur institution et qu'ils puissent alimenter au fur et à mesure leur institution et leur administration avec ce avec quoi ils ont travaillé. Comme ça, au moins, leurs institutions sont au courant et puis peuvent à un moment se dire, tiens, il a travaillé sur tout le long de sa formation sur tel programme. Ah ben ça, c'est intéressant. Puis lorsqu'ils reviennent, ils peuvent décider de lui donner la mission de pouvoir mettre en pratique ce sur quoi il a étudié ou travaillé. Assurer des conditions qui ne soient pas inéquitables pour les boursières. On a, comme je disais, la problématique qu'on a moins de femmes, à la fois parce qu'il y a moins de femmes qui sont souvent dans plusieurs pays dans des postes cadres, mais aussi, je prends l'exemple des études au niveau doctorat ou même maîtrise, avec la charge familiale, avec toutes les responsabilités que les femmes peuvent avoir dans ces 37 pays-là. Il y en a souvent que, pour le moment, la bourse ne permet pas de retour sur la durée des études. Donc, plusieurs fois, les femmes peuvent dire « non, moi je ne suis pas prêt de m'absenter de ma famille, de mes enfants pendant 4 ans ». Dans d'autres cas, en Afrique notamment, on va avoir des situations où c'est la belle famille ou le mari directement qui va refuser que la femme puisse quitter. Donc on veut travailler à assurer des conditions qui leur permettent de faire des retours. Donc on travaille là-dessus dans cette phase-là. Au retour, c'est bien sûr assurer un suivi de la réinsertion, assurer la reconnaissance et le transfert des acquis, donc à la fois travailler sur l'institution
qu'il a envoyées pour s'assurer qu'elles puissent réutiliser les compétences qui ont été développées. Mais aussi, il y a toute la question de travailler sur s'assurer que lorsqu'ils viennent et qu'ils sont inscrits ici dans des formations, souvent, bon, comme je dis, la majorité viennent, en fait, la totalité viennent d'institutions, mais lorsque ceux-ci viennent d'institutions au niveau du gouvernement, de ministères, au niveau du gouvernement de leur pays, il y a des règles très claires dans le cheminement de carrière et notamment les diplômes qu'ils ont obtenus doivent être reconnus par des structures. Donc, je donne un exemple. On avait une très grande partie, vous avez vu, qui était aux alentours de 40% qui ont été formés au DESS. En Afrique, quasiment partout, le DESS n'est pas reconnu. Donc à ce moment, ils reviennent dans leur pays et ils ne peuvent pas cheminer de carrière parce que justement, ce n'est pas un diplôme qui est reconnu par le CAMES. Donc on veut travailler là-dessus pour s'assurer que lorsqu'ils sont formés, eh bien que ça permet d'être un tremplin pour leur cheminement de carrière. Donc les enjeux pour les établissements canadiens ici qui peuvent recevoir nos boursiers, bien sûr, ça peut répondre à la question d'une stratégie d'internationalisation. L'enjeu de la clientèle et des besoins, comme je disais, c'est une clientèle particulière, depuis 2009 particulièrement, étant donné que c'est des personnes qui sont sur le marché du travail, que pour certains, comme je disais, la moyenne d'âge est aux alentours de la quarantaine, alors qu'auparavant elle était aux alentours de la vingtaine, donc qui était en processus constant au niveau des études, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on se retrouve avec un choc pour ceux qui arrivent. Donc il y a un enjeu qui peut être pour les établissements. Enfin, la capacité de répondre aux besoins. Et c'est là-dessus que je vais vous présenter dans la deuxième partie les types d'innovation. Donc, positionnement international comme avantage pour les établissements canadiens. Le PCBF aussi, je vous invite à aller visiter notre site Internet. On veut s'assurer au travers de ce programme-là de donner le maximum de visites et de promotion à tous les établissements canadiens qui peuvent recevoir les boursiers. Bien sûr, ces établissements, la condition étant donné que c'est un programme de la francophonie, il faut que le programme soit en français. Donc, c'est pour ça que la majorité des établissements qui reçoivent nos boursiers pour, je dirais, 85%, 80-85% sont au Québec. On en a en Ontario et on en a au Nouveau-Brunswick. Donc, on peut, et je vais vous le présenter dans des acétates plus tard, assurer une plus grande visibilité et la promotion de vos programmes et de vos institutions. On a un financement garanti tout au long. Donc, il y a une des règles au niveau du PCBF qui est qu'une fois qu'un boursier a été admis dans un établissement, il ne peut pas, au cours de sa formation, tout d'un coup décider qu'il est en train de faire son doctorat ou sa maîtrise. Et après un an, et on l'avait envoyé à Moncton, par exemple, et tout d'un coup, il apprend que Montréal, c'est super le fun, ou vice-versa, parce qu'il y a de la famille qui est là, ou des amis, ou etc., et qui demande à changer, il n'a pas le droit de changer, il doit rester dans son institution. Donc, ça assure, parce que souvent, on a ce constat-là dans plusieurs établissements sur les étudiants étrangers qui peuvent bouger d'une institution à une autre au cours de la formation. L'autre élément qui est un avantage pour les établissements, c'est qu'on donne une allocation de 500 $ par an par boursier pour appuyer des activités d'établissement pour l'encadrement et l'acclimatation de nos cohortes. Donc il y a des établissements par exemple qui ont actuellement une cinquantaine de nos boursiers, eh bien ça fait 25 000 $ pour appuyer des activités par rapport aux boursiers. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Alors, j'inviterai Madame Nguyen, qui est une ancienne boursière, à venir, elle, témoigner de son passage. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nguyen Thi Cuc Phương, on m'appelle très souvent Phương. J'ai été boursière du programme de bourse de la francophonie de 1992 à 1997. Donc quand je suis venue, je n'avais que 22 ans, célibataire. Donc c'était facile pour moi de partir pour longtemps. Je suis partie pour un master seulement. Donc je suis partie d'abord pour un master à l'université de Sherbrooke. Et après 1 an et demi, la conseillère pédagogique du PCBF a parlé avec nous. Elle a dit « Phương, est-ce que tu voulais faire un passage direct au doctorat ?» Parce que la politique du PCBF à cette époque-là, c'était un diplôme, 5 ans maximum de bourse.
Donc si je passe directement au doctorat, l'avantage c'est que j'aurai un doctorat lors de mon retour pendant 5 ans d'études, mais le risque c'est qu'en mi-chemin, si j'avais un problème, je n'aurais aucun diplôme lors de mon retour. Donc avec quelques amis et avec ma famille, on a décidé ensemble et j'ai décidé de prendre le risque de continuer au doctorat. Et là, je suis passée à l'Université de Montréal pour mon doctorat. Et après 5 ans et demi, j'ai eu mon doctorat en psychopédagogie, en sciences de l'éducation. Et j'ai économisé 1 an d'études. Au lieu de 7 ans, j'ai fait ça en 5 ans et demi. Ce que j'apprécie beaucoup au PCBF, c'est que on a reçu un accueil très chaleureux, un suivi professionnel. En fait, nos conseillères pédagogiques nous suivent de près, non seulement pour le choix des cours avec le directeur de recherche, mais encore pour d'autres choses, pour les cours supplémentaires. Par exemple, j'étais faible en anglais, donc c'est la conseillère pédagogique qui m'a permis de suivre 2 cours d'anglais pendant l'été à l'université Bishop, à côté de l'université de Sherbrooke. Et c'est comme ça que j'ai amélioré mon anglais. J'ai pu lire des documents en anglais, parce que quand je suis arrivée, je comprenais mal en anglais. Donc maintenant, grâce à ces programmes d'anglais-là, je peux lire très bien en anglais, parler, j'écris un peu mal, mais je peux quand même communiquer par email avec des collègues. Et lors des conférences ici, je peux déjà présenter en anglais. Voilà. Et puis, le programme est très flexible. Le passage direct au doctorat est une épreuve. Les gens nous suivent de près, répondent à nos besoins très rapidement et j'apprécie beaucoup aussi l'accueil à l'université de Sherbrooke. Quand on était arrivés, 2 jeunes femmes très jeunes qui ne connaissaient pas le pays, qui parlaient la langue déjà mais qui comprenaient mal l'accent québécois. Donc c'était le service d'étudiants étrangers qui nous a aidés beaucoup. Hein. La responsable à Sherbrooke nous a hébergés chez elle pendant 1 semaine et c'était elle qui nous a aidés à trouver des logements. En termes de formation dans les universités, c'est formidable. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai commencé à découvrir un nouveau monde intellectuel avec des modes de pensée différents, les modes d'enseignement différents. Et ce que j'ai gardé et j'ai appliqué beaucoup lors de mon retour au Vietnam, ce sont les méthodologies de recherche, le respect de la propriété intellectuelle. Parce que le plagiat existait au Vietnam, mais on n'avait pas conscience de cela, on copiait les choses. Et mon premier choc, ce n'était pas culturel, ce n'était pas l'aliment, ce n'était pas le climat. J'ai très bien supporté le froid, hein. Même moins de 40 degrés, j'ai subi très bien. Mais le premier choc, c'était plutôt le plagiat, parce que je copiais des passages et des passages de textes. Et c'était mon directeur de recherche qui a dit « Fou, c'était volé ». Et en attendant le mot « volé », j'ai pleuré sur place comme ça, parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est le plagiat, etc. Donc j'ai appris ça avec nos professeurs. Et l'autre chose que j'apprécie dans la formation, c'est la méthodologie de recherche. Et avec ça, j'ai créé des cours de méthodologie de recherche plus tard dans mon université lors de mon retour. J'ai créé aussi des cours de didactique de français, que ce soit au niveau licence, master ou doctorat à l'université, grâce aux connaissances que j'ai apprises à Montréal et à Sherbrooke. Et puis, je pense que j'ai une chance, c'est que ma réintégration n'a pas été difficile. Parce que je suis dans une université très dynamique où on est ouvert. Les responsables du département ou de l'université permettent aux jeunes de faire ce qu'ils veulent. Et ils nous proposent des projets difficiles pour notre âge. Dès mon retour, j'ai participé à plusieurs projets, créer de nouveaux manuels de français, créer de nouveaux cours en me basant sur ce que j'ai appris au Canada, participer à des projets internationaux. Avec des collègues, nous avons créé une page web d'enseignement du français aux jeunes vietnamiens et laotiens. C'est le projet InnoFleu, enseigner le français dans la région.
J'ai enseigné le français à la télévision vietnamienne aussi pendant 5 ans, et comme ça j'ai un public d'étudiants vietnamiens. J'ai aussi dirigé avec des collègues, on a créé des projets avec la Belgique, francophone, Wallonie-Bruxelles. Nous avons dirigé 5 projets avec 5 universités belges. Et ce sont de très beaux projets francophones qui donnent de bons résultats. Et pourquoi pas avec le Canada? Parce que si je suis revenue aujourd'hui, c'est évidemment pour établir ou rétablir des relations que j'ai avec les universités que je connais, francophones ou anglophones, dans les régions, dans toutes les régions du Canada. Voilà. Merci. On remercie Madame Guyenne. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment, en fait, quels sont les impacts qui sont attendus au niveau des individus et au terme d'attribution de la bourse, et de quelle manière ceci peut avoir un impact sur les institutions et sur les pays. Donc, à la question maintenant qui vous intéresse, et que vous êtes tous là pour ça, comment les établissements canadiens ici peuvent bénéficier d'accueillir les boursiers. Donc je l'ai mis en mode de pyramide, dans le sens où, bien sûr, à la base, il y a l'offre globale des cursus de formation que vous avez tout un chacun, donc en fonction de la demande. Donc c'est lorsque nous on reçoit dans les processus les candidatures pour les bourses, eh bien on regarde, on a effectué une cartographie dont je parle à un deuxième niveau, au niveau de tous les établissements, en lien avec les priorités de formation qui sont faites dans les pays, et donc on tente de faire une adéquation. Donc c'est sûr, de manière sans aucune action de votre part, il y a une capacité de recevoir des boursiers avec les offres globales de formation. On peut passer à un niveau supérieur où, comme j'ai dit au départ, un des avantages et des enjeux, c'est faire votre promotion aussi. Donc, contribuer à mieux faire connaître vos établissements. Donc, on a mis en place dans notre système, donc je vous invite, comme je disais, plutôt à aller visiter notre page Internet. Il y a une cartographie des programmes. Ça veut dire que par rapport aux priorités que les pays ont, les candidats boursiers dans les institutions, dans les 37 pays, peuvent se connecter dans cette base de données-là et, par exemple, rechercher toutes les informations, en fait, toutes les formations qui sont données, par exemple, en santé publique. Et à ce moment, à tel niveau. Donc, on a tout un système, une base de données qui tourne et qui est capable de faire ressortir l'ensemble des formations qui sont offertes dans les établissements qui reçoivent nos boursiers. Donc, si nous avions engagé une consultante l'année dernière, enfin cette année en janvier, pour effectuer cette cartographie-là, si vous voulez ajouter des éléments par rapport à cette cartographie-là, donc je vous invite à nous contacter puis nous envoyer vos programmes. Plusieurs universités nous répondent, mais bien sûr, toute l'information est sur notre site Internet, mais il faut se mettre dans je dirais, dans la peau et dans le doigté du boursier qui est dans un des 37 pays. Chaque institution peut avoir l'information plus ou moins accessible, plus ou moins 2, 3, 4 clics, même des fois, moi-même, ça me prend quelquefois quelques recherches avant de réussir à trouver les détails ou l'information. Donc l'idée que l'on a à travers cette cartographie des programmes-là, c'est d'avoir l'information qui soit retrouvée de manière très rapide à travers la base de données, et ensuite le lien est fait vers, bien sûr, vos sites Internet et vos programmes. Des vidéos d'information, donc c'est quelque chose qu'on a commencé depuis le mois de mai dernier. Donc on vous invite à participer pour pouvoir faire la promotion de vos établissements. Alors on est rendu aujourd'hui avec plusieurs vidéos. Donc on en a un avec l'ENAP de Québec, on en a un avec l'Université d'Ottawa, on en a un avec la Polytechnique de Montréal. On est en train, enfin il y en a un qui a été tourné avec l'Université Laval la semaine dernière, donc il devrait être disponible très rapidement. Qu'est-ce que c'est ces vidéos d'information-là? C'est que ce n'est pas nous qui en parlons, ce n'est pas vous qui en parlez, mais ce sont les boursiers. Donc on fait des capsules vidéo avec eux d'environ 3 minutes où c'est les mêmes types de questions qui leur sont posées à tous. Comment ils trouvent l'encadrement académique au niveau de l'université, quels sont les avantages qu'ils trouvent d'étudier dans cette université-là, comment est le milieu de vie, etc. Et
La façon dont on fonctionne, c'est vraiment on partage la production du vidéo, dans le sens où la seule chose qu'on vous demande à vous, c'est on identifie les boursiers qui vont participer et on vous demande juste d'effectuer l'enregistrement de leurs questions. Et par la suite, nous à Ottawa, on a un contrat avec une firme, celle qui a produit notre site internet, pour faire toute la question de la mise en forme et de l'édition finale. Et ensuite, on le diffuse à la fois sur notre page Facebook, sur notre compte YouTube, sur notre site internet, et vous pouvez aussi, vous aussi l'utiliser comme objet de promotion. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et enfin, chose que l'on va commencer à partir de cette année, l'année prochaine, à partir de janvier, on veut axer beaucoup sur faire la promotion des partenariats que vous avez avec les pays bénéficiaires. Donc vous pouvez avoir des partenariats de recherche, des partenariats de programmes de développement, etc. Donc on peut avoir toute la variabilité, mais on veut mettre cette information-là sur le site internet pour que ainsi, par exemple, je ne sais pas, moi je prends un boursier qui est au Burkina Faso, il a le choix entre aller je sais pas moi, une université X et une université Y, mais quand il se connecte sur le site, il réalise que l'université X a un programme de partenariat important avec un institut au Burkina Faso, mais il peut se rendre et contacter la personne au niveau du Burkina Faso et discuter avec elle, et probablement qu'à ce moment, ça lui fait déjà un premier contact et il va probablement aller vers votre université parce qu'il a déjà ce contact-là. Et pour nous, c'est gagnant-gagnant parce que c'est déjà une première partie d'intégration pour le boursier. Et enfin, le dernier élément, c'est développer des offres de formation à valeur ajoutée, donc qui répondent vraiment à des besoins. Donc c'est là où j'arrive à la deuxième partie, les innovations des offres de formation. J'ai mis là-dessus une phrase d'Albert Einstein qui a dit qu'une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Donc on essaye, comme les chercheurs, à innover, donc on y va par essai-erreur, mais on travaille beaucoup actuellement, puis comme j'ai dit au début, à développer des offres de formation qui vont vraiment répondre à des besoins. Donc les programmes sont à trois niveaux de catégorie ou projets à création de valeur. Donc on peut soit aller sur des offres de programmes de création de valeur. Donc on en a deux actuellement. Donc il y a un programme de DESS maîtrise avec la chaire de leadership en pédagogie de l'enseignement supérieur de la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, donc qui a été développé récemment et qui est actuellement disponible pour la nouvelle cohorte qui va arriver pour l'automne prochain. On a un programme actuellement en finalisation avec l'Université d'Ottawa pour développer l'entrepreneurship des jeunes chercheurs. On a l'appui à la réussite, qui est le deuxième segment sur lequel on développe. Donc, avec l'ENAP de Québec, ils ont pu mettre en place une session d'intégration spécifiquement développée pour nos boursières et nos boursiers. Et comme troisième niveau de création de valeur, mais c'est l'appui au transfert des acquis. Donc, toujours avec l'ENAP de Québec, on a développé une formule pilote qui va commencer à partir de fin janvier prochain, qui est un coaching à distance avec des boursières et des boursiers, une dizaine de boursiers qui ont quitté l'ENAP de Québec durant l'été dernier et qui vont pouvoir bénéficier de cet appui-là. Donc si je rentre avec chacun des programmes, donc le programme avec l'Université Laval, la problématique, quelle était-elle? C'est que on a pu identifier avec plusieurs pays d'Afrique francophone, mais je pense que le problème se retrouve, ou le défi se retrouve dans plusieurs pays, qu'il y a une explosion démographique de la population étudiante et les universités et les établissements n'arrivent plus à répondre à la demande. Donc dans plusieurs pays, il y a toute la question de développer des formations et des programmes à distance. Et donc, on a été approché par 7 pays d'Afrique de l'Ouest qui nous ont demandé d'être en mesure de développer une offre de formation de bourse dans ce sens-là, donc d'appuyer la mise en ligne de cours et de programmes. Donc, on a développé avec la chaire de l'Université Laval un programme de DESS maîtrise pour développer les connaissances et pédagogie éducative, travailler sur la mise en ligne d'un cours de l'université. Bon, pour les résultats, comme je dis, c'est à venir. On est parti sur une phase pilote avec, on espère avoir une dizaine de bourses cette année, fin de l'année prochaine pour l'automne 2016, et on pourra voir à ce moment si cela répond. Là-dessus, je vais vous faire écouter le témoignage de M. Paclin, le directeur de la chaire.
Bonjour, je me nomme Didier Paclin, je suis titulaire de la chaire de leadership en pédagogie universitaire à l'Université Laval. À ce titre, je suis heureux de vous présenter le projet pilote de formation en deuxième cycle en pédagogie universitaire. Avant cela, et au nom de l'Université Laval, je remercie le Bureau canadien de l'éducation internationale et tout particulièrement M. Tony Toufik pour sa confiance qui nous offre la possibilité de vous proposer un programme spécialement conçu pour vous. Ce programme pilote vise à développer des compétences en technopédagogie au niveau universitaire pour favoriser l'innovation pédagogique au moyen des technologies de l'information et de la communication. Nous mobiliserons le savoir-faire de l'Université Laval, aujourd'hui première au Canada pour son offre de formation à distance. Les cours et les activités proposées se dérouleront sur 3 sessions. Les dimensions pédagogiques et technologiques seront abordées en complémentarité, pour contribuer ainsi à une conception centrée sur les pratiques d'apprentissage à l'aide de ces différents outils numériques. Notre démarche est explicitement centrée sur l'étudiant, souhaitant partir de ses besoins, de ses capacités pour adapter et enrichir son expérience d'apprentissage. Au terme de cette formation, les étudiantes et les étudiants auront développé des connaissances et des compétences pour la conception d'une offre de formation à distance, mais également des compétences en analyse de ces dispositifs, leur permettant, s'ils le souhaitent dans un second temps, de pouvoir accéder à une maîtrise. Nous proposons, lors de cette formation, des mises en situation concrètes pour appréhender l'ensemble des dimensions liées à la conception d'une offre de formation à distance. Un stage est proposé et nous veillerons à ce que chaque étudiante et étudiant puisse réaliser ce stage dans des champs disciplinaires qui sont proches des milieux professionnels qu'ils côtoient. C'est avec un grand plaisir que nous étudierons vos candidatures et que nous contribuerons par cette formation au développement de vos projets. Ce qui est intéressant dans ce programme-là qui a été développé, bon, il y a la question de stage, mais le stage se fait dans le pays. Donc, c'est adressé uniquement à des professeurs d'université ou à des personnes qui, au niveau des universités des pays bénéficiaires, travaillent du côté des nouvelles technologies. Et donc, ils doivent arriver avec un cours à mettre en ligne et ils vont travailler tout au long des 3 sessions sur la mise en ligne de ce programme-là, tant avec des cours théoriques que des éléments de travaux. Et la 4e session, ils retournent dans leur pays et ils vont devoir réimplanter le cours qu'ils ont développé ici, mais c'est leur propre cours avec lequel ils sont arrivés. Et ils suivent un coaching à distance avec la chaire par rapport à ça. Et le rapport qu'ils remettent à la fin de la 4e session à distance, eh bien, s'il est de niveau d'un mémoire de maîtrise, ils obtiennent un diplôme de maîtrise. Sinon, ils restent avec un niveau de DESS. Donc aussi, on a un effet levier très innovant parce qu'ils ne vont utiliser qu'une année bourse, mais avec une capacité d'aller chercher l'équivalent de 2 années bourse. Le deuxième partenariat que l'on a développé, c'est avec l'ENAP. Donc, la problématique que l'on avait par rapport aux boursiers-boursières qui arrivent à l'ENAP. Bon, l'ENAP est une école nationale d'administration publique, comme son nom l'indique. Et bien sûr, lorsque les boursiers arrivent, il y a un choc qualitatif très important par rapport au niveau de connaissance de l'environnement dans lequel ils sont, par rapport aux autres boursiers, aux autres étudiants. Donc, on s'est assis avec les responsables de l'ENAP et il a été mis en place une session d'intégration de 2 semaines qui précédait le début du programme pour préparer les boursières et les boursiers. Et par la suite, une fois qu'ils avaient passé ces 2 semaines-là, ils attaquaient leur programme. Donc c'est un projet pilote que l'on a initié au cours de cette session-ci, de la session d'automne. Et l'évaluation initiale est très positive. Donc je vous donne les premiers résultats de l'évaluation. Donc en bleu, vous avez la moyenne au début du programme. Donc cette session d'acclimatation-là a bénéficié à 17 étudiants. Et en orange, par la suite, la moyenne en fin de programme. Donc tant sur la connaissance du Canada, du Québec, de la ville, l'institution politique administrative qui est très important, du programme d'études, des services de la bibliothèque, logiciels, etc. Vous voyez qu'on a eu un très grand bond au niveau de l'évolution de leur degré de connaissance. Au niveau du degré d'appréciation des connaissances acquises, là aussi, tant en termes de recherche, de lecture, de résumé, d'analyse, d'écriture, de travail en groupe, de communication, il n'y a personne qui a répondu qu'il a eu 0 niveau. Donc on est entre orange de quelques trucs à plusieurs trucs, et donc c'est assez important comme impact en termes de connaissances techniques. Je vous partage quelques commentaires que ces boursiers-là qui ont pu en bénéficier ont dit. Donc j'ai appris qu'il faut aller à l'essentiel, concis,
précis tout en évitant le plagiat. Je compte m'y attarder pour répondre à cette attente lors des sessions. Le travail en groupe que j'ai eu l'occasion d'effectuer m'a été d'un apport très bénéfique. J'ai pu réaliser que ma rédaction n'aurait pas été bien accueillie si je n'avais pas eu cette session qui m'a permis de connaître les normes. Les communications faites au cours de ces jours d'échange nous ont permis de savoir beaucoup de choses sur le Canada, le Québec et nos pays respectifs en termes de réalité sociale et culturelle. Donc, on a permis, en fait, avec cette session-ci, de s'assurer que lorsque les boursiers ont commencé réellement leur programme, eh bien, l'écart ou le choc qu'ils pouvaient avoir d'intégration, il a été réduit au minimum. Deuxième projet que l'on a développé avec l'ENAP, donc c'est l'appui au transfert des acquis. Donc de s'assurer que lorsque les boursiers retournent chez eux, il y a toujours un très grand pas ou un très grand écart entre les théories que l'on apprend et lorsqu'on réintègre leurs institutions et les conditions dans lesquelles ils les requièrent. Donc on a voulu assurer que le maximum de conditions gagnantes soient mises en place pour mettre en pratique leurs connaissances et leurs transferts. Donc on a sur l'idée de l'ENAP mis en place un projet pilote de coaching à distance, donc pour une dizaine de boursiers et boursières qui sont partis l'été dernier. Donc ça va commencer à partir de fin janvier et ils vont pouvoir bénéficier d'un coaching à distance par rapport à toutes les problématiques qu'ils peuvent vivre, par rapport à être en mesure de mettre en place les acquis qu'ils ont faits. Donc je vais vous passer aussi un cours vidéo de l'ENAP sur l'expérience. Bonjour, il me fait plaisir de me présenter. Mon nom est Lucie Verreau, je travaille à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique au campus de Québec. Je suis directrice des services aux étudiants et coordonnatrice des études. Alors, à défaut de pouvoir être présente parmi vous aujourd'hui, nous avons pensé vous faire une petite présentation d'une formule d'encadrement qu'on a, un projet pilote qu'on a initié ici à l'école de concert avec les gestionnaires du programme TCBF. Alors, dans un premier temps, je dois dire que l'ENAP offre des programmes de 2e et de 3e cycle en administration publique. Alors, depuis le septembre 2010, nous accueillons des boursiers ici à l'école. Ils étaient répartis entre les campus de Québec et de Montréal jusqu'à tout récemment. Le parcours traditionnel était que les boursiers arrivaient ici une journée ou deux avant le début des cours. Et ce qui, à notre avis, ne les plaçait pas en conditions favorables et d'intégration et de réussite académique. Ils avaient un choc culturel, social et autres. On pensait qu'on pourrait faire mieux pour mieux les accueillir et mieux les encadrer. C'est comme ça que l'idée nous est venue au terme de l'expérience. Nous avons également interrogé les boursiers de l'année dernière et recueilli plusieurs informations qui nous ont permis de bâtir et de concevoir cette formation préparatoire aux études. De même que l'idée nous est venue de leur offrir un coaching après formation. Plus tard, mon collègue professeur Daniel Maltais pourra vous expliquer plus en détail les détails de cette formation-là. Bien sûr, l'idée d'améliorer le parcours devait s'inscrire dans un contexte favorable, c'est-à-dire d'obtenir au moins le nombre d'étudiants suffisant pour former une classe d'une vingtaine de personnes. Alors, c'est la raison pour laquelle tous les étudiants boursiers cette année ont été réunis ici au campus de Québec de manière à leur offrir cette formation préparatoire. Alors là-dessus, je laisse la parole à mon collègue, M. Daniel Maltais, professeur ici à l'école, qui pourra vous expliquer plus en détail la nature de notre projet. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Daniel Maltais. Je suis professeur à l'École nationale d'administration publique et je vais vous donner quelques détails sur ce qu'on a fait donc avec notre groupe de 17 étudiants africains arrivés ici au mois d'août, donc à la mi-août. Comme vous l'a dit Lucie, traditionnellement, on les accueillait alors que l'année scolaire commençait. On a eu la chance cette année de les accueillir 2 semaines avant le début des cours, ce qui nous a permis de leur proposer une session d'appoint. Session d'appoint qui a totalisé 8 jours de rencontres et au cours desquels, 8 jours, ils ont eu l'occasion de faire quelques visites à Québec. Notamment, on les a invités à aller rencontrer les gens de l'Assemblée nationale.
Ils ont rencontré aussi quelques personnalités publiques. Ça a été l'occasion de leur donner des formations de base. À titre d'exemple, ils ont pu être, pour certains qui n'étaient pas connaissants des logiciels de traitement de texte, ils ont eu donc une formation sur la suite Office. Et ça a été surtout l'occasion de leur parler de ce qu'ils devraient produire ou ce qu'ils devaient produire pendant leur formation académique, en termes de synthèse, en termes de travaux, comment les évaluations seraient faites, et ainsi de suite. Petit détail, chacune des journées se terminait par un travail que les étudiants devaient faire, donc devaient y consacrer environ 1 heure, 1 heure et demie en soirée, travail sur lequel on revenait soit le lendemain, soit dans les jours suivants. En termes de ressources, essentiellement 3 professeurs, donc 2 collègues et moi, qui nous sommes investis donc tour à tour pendant ces 8 jours et appuyés évidemment du personnel de la coordination des études à Québec. Alors ça, c'est le premier temps. Une formule qui, je pense, s'est avérée non seulement intéressante, mais enrichissante pour les étudiants, et une formule qu'on a pu offrir parce qu'on avait un nombre suffisant d'étudiants pour ce faire. Alors, je vous rappelle, on en avait 17. Ça a été possible parce qu'on a concentré à Québec les étudiants, donc les boursiers de la francophonie, plutôt que d'en avoir une partie à Montréal, une partie à Québec. Cette fois-ci, on a réussi donc à les concentrer à Québec, ce qui nous a permis d'offrir ce genre de formule. Le deuxième temps fort, c'est évidemment le début de l'année académique. Ici, ce qui est important, c'est que le fait d'avoir 17 étudiants, ça nous a permis de leur offrir les 2 cours obligatoires du début à eux, sans qu'ils aient à s'intégrer à un groupe d'étudiants québécois. Alors, par le passé, le nombre d'étudiants africains qu'on avait ne nous permettait pas de faire ça. Ça créait quelques difficultés et surtout, ça nous empêchait de travailler davantage sur les situations particulières qui sont les leurs dans leur pays. Et donc, tout au long du trimestre qui va bientôt se terminer, moi et une de mes collègues, on a travaillé avec eux de façon systématique. Alors ça, c'est pour ce qui particularise le parcours académique tel qu'il se réalise actuellement. Et moi, je pense que ce qu'on a fait jusqu'ici, en tout cas, leur a permis, lorsqu'on regarde comment ça s'est passé pour d'autres étudiants africains qui sont arrivés plus tard dans l'année académique, ça leur a permis de s'ajuster beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils sont assez bien intégrés au programme d'études qu'ils poursuivent. La troisième chose, c'est ce qu'on a appelé le coaching à distance. C'est un projet qui démarrera probablement fin janvier, donc dans 2 mois et demi. Alors, le problème qui se pose, c'est toujours posé par rapport à nos étudiants africains, c'est qu'une fois qu'ils sont formés ici, ils retournent dans leur pays et ils sont souvent rencontrent beaucoup de difficultés à utiliser ou à appliquer les connaissances qu'ils ont acquises ici alors qu'ils étaient de passage au Canada ou au Québec. Laissés un peu à eux-mêmes dans leur administration ou dans leur ministère. Alors, on choisira donc à partir de janvier de leur proposer ce qu'on va appeler du coaching en ligne, c'est-à-dire en utilisant Skype. On va leur permettre d'utiliser un certain nombre d'heures qu'ils pourront utiliser pour entrer en contact avec moi ou avec d'autres professeurs de l'école pour discuter de situations concrètes sur lesquelles ils voudraient intervenir, tout en ne sachant pas exactement comment ils devraient ou pourraient le faire. Alors, au moment où on se parle, ce qu'on pense faire, c'est de leur donner donc une banque d'heures qu'ils pourront utiliser pendant le semestre qui débutera à partir de janvier, disons jusqu'en juin. Et donc, avec un accord du professeur sur les horaires qui leur conviennent, on se mettra en ligne pour voir comment est-ce qu'on peut les aider. Ça, c'est absolument important. Vous comprendrez que nos étudiants, ils sont en administration publique. Ils sont déjà dans leur administration, donc ils y travaillent. Et s'ils viennent ici, c'est parce qu'on voudrait que, à travers la formation qu'ils ont ici, ils puissent essayer d'améliorer les choses. Alors, on verra comment ça va se passer. Et c'est un point sur lequel on pourra éventuellement vous revenir. Alors, merci beaucoup. Alors voilà, donc ce qui était intéressant aussi, en fait, avec ce programme-là, c'est qu'ils ont aussi été, pour la plupart des 17, ont été aussi pairés avec des personnes qui effectuent les mêmes fonctions ici à Québec
que dans leurs institutions eux autres. Donc ça permet aussi déjà un développement de contact et de partage sur les expériences. L'ENAP est d'ailleurs en ligne avec nous, donc ils pourront répondre aux questions si vous en avez par la suite. Puis dernier point, c'est ça, c'est un projet qui est en voie de finalisation avec l'Université d'Ottawa et MyTax pour offrir, en complément d'un stage postdoctoral que les boursiers pourraient avoir au niveau des centres de recherche de l'Université d'Ottawa, et bénéficier d'ateliers, d'une série d'ateliers pendant 2 mois avec l'organisme MyTax sur le développement d'entrepreneurship de recherche. Ça aussi, ça répond à un besoin. Plusieurs pays d'Afrique nous ont soumis leurs problématiques dans le sens où leurs jeunes chercheurs ont beaucoup de défis et d'enjeux à être en mesure de faire financer leurs programmes de recherche. Donc, avec l'Université d'Ottawa, on est en train de finaliser cet élément-là où ils pourraient, du fait qu'ils sont inscrits à l'Université d'Ottawa, pourraient bénéficier de l'appui de MyTax avec toute une série de séminaires auxquels ils participeraient sur comment on développe un programme de recherche, comment on va chercher du financement, comment on répond à des appels à propositions de financement de recherche. Une fois qu'on obtient le financement pour la recherche, comment on gère ce projet de recherche-là, comment on est imputable par rapport à ce projet de recherche-là, etc. Donc c'est vraiment pour développer l'entrepreneurship de recherche des jeunes chercheurs.